Bonjour l'élite, nous sommes toujours le lundi 22 novembre 2021. Alors ce matin, nous avons parlé d'un mec bien costaud, bien viril, notre ami Papacito. Et ben ce soir, nous allons aussi parler d'un autre parangon de la virilité, à savoir Usul. Voilà, que vous devez peut-être connaître. Et bien c'est parti, pourquoi nous parlons de Usul? Vous savez que depuis plusieurs années, il anime une émission chaque semaine avec son ami... je sais plus du tout, aucune idée. Augustin, non, un truc comme ça, bref, qui a des yeux effectivement un peu langoureux, comme on a parlé très justement, Papacito. Bref, j'en étais où? Et bien voilà, et donc chaque semaine il anime ce truc, il porte des débats assez contradictoires, je veux dire, qui vont un peu parfois à l'encontre de la doxa ou autre. Et pour moi, c'est franchement assez souvent pertinent, ou en tout cas, il me fait vraiment découvrir un point de vue que je connais pas, et je peux très rarement le mettre en PLS dans ma tête. Parfois j'écoute des gens, je peux les mettre en, j'ai assez de logos mental pour les dominer, mais là non, en général, tu vois, j'ai pas la culture ou autre suffisante pour le contredire. Donc en général, les vidéos d'Usul, je regarde pas toutes, mais je suis assez d'accord. Donc par exemple, ça me semble pertinent ce qu'il dit. Par exemple, sur Napoléon, moi je connais pas trop Napoléon, mais quand j'écoutais ce qu'il disait sur Napoléon, déjà je trouvais les blagues drôles. Là, à chaque fois qu'il disait qu'il a inventé plein de trucs, ça me faisait marrer. Et en plus, voilà, alors que pourtant Papacito a dit allez mettre un j'aime pas sur la vidéo de Napoléon, c'est scandaleux, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai pas trop suivi les débats autour de ça, mais je sais pas s'il y avait tellement de choses scandaleuses ou autres, mais bref. Après, on sait qu'il a un point de vue. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu récemment Georges Marchais, ouais, il s'est plaint de Georges Marchais et de la rhétorique un peu, on va dire communiste, un peu comme Soral qui se plaint des féministes, ou Georges Marchais qui se plaignait un peu comment dire, des mouvements un peu libérateurs type wokisme, néo-féminisme, etc. Ce genre de choses aussi auxquelles je suis viscéralement un peu opposé, hein, quand j'entends ça me fait grincer, voilà, ça mérite, etc. Et donc il y a une frange du communisme, vous savez, qui s'oppose un peu à toutes ces, on va dire, dérives, ou qui dit que ça fractionne le prolétariat, et voilà, que ça c'est tirer la couverture vers soi, qu'on n'arrive pas forcément à du coup unir le peuple contre les élites, tout simplement. Bref, je vous caricature un peu la chose, et donc il a fait une vidéo pas mal aussi, où il attaquait ce positionnement, hein, dans lequel je me reconnais plutôt, et après voilà, il y a eu des réactions. Mais donc aujourd'hui, c'est pas ça. Ça s'appelle Que reste-t-il du gaullisme chez les Républicains? J'ai pas vu les vidéos, par contre elle a beaucoup fait parler d'elle, et en particulier un moment à 7 minutes 31 où il va voilà, je vous donne le thème de cette vidéo que vous connaissez normalement, c'est sans doute marqué dans le bandeau. Les communistes ont résisté pendant que De Gaulle s'est planqué. Alors moi, en plus, De Gaulle, j'aime beaucoup. Pareil, je suis pas très renseigné, j'ai jamais lu de biographie. Je sais qu'il a fait l'appel, qu'il a servi. Il en parlait un peu là dans son livre Romain Gary de Gaulle, mais j'ai pas beaucoup de connaissances du garçon, à part un truc Arte une fois. Bref, donc on va voir ce que nous dit le forum, parce qu'il y aura des parties comme l'autre, hein. Il y aura le point de vue de notre ami Usul. Puis c'est parti. Alors je vous mets un petit générique parce que je crois que vous aimez ça. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Un forum normaux avec des gens normaux. Hop. Alors, Mac Benac nous dit à partir de 7 minutes 31. Bon, on va consulter. Général. Vous le savez, aujourd'hui, tout le monde aime De Gaulle, c'est obligatoire, mais c'est un consensus assez récent. On parle souvent de Mitterrand et de son bouquin Le coup d'état permanent. Mais bon, chez les communistes, il y avait aussi un récit concurrent à celui de De Gaulle, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que dit ce documentaire de droite sur les gens qui aimaient pas le général. Les communistes, avec les 75 000 fusillés qu'ils revendiquent, chiffre arbitrairement gonflé, prétendent incarner la vraie légitimité populaire et résistante. Ils fustigent en De Gaulle ce patriote arrivé de l'étranger. Eux, ils disent... Ça nous rappelle un peu Ban. Mais sans vouloir mettre Ban au même niveau que De Gaulle, bien sûr, excusez-moi pour cette comparaison. Ils disent qu'ils se sont battus et sont déçus de ne pas se voir reconnaître le pouvoir auquel, pense-t-il, leur combat leur a donné droit. Oui, mais De Gaulle, il faisait 1m98. Est-ce que les communistes, ils faisaient 1m98? Ils sont bien fait niquer quand même, hein, parce que l'autre, il était tranquille en pantoufles à Londres, en train de boire le thé avec la reine, en écoutant les Beatles ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on fait à Londres, mais il se pointe à la fin et il dit « Bravo les gars, franchement, beau boulot, allez, maintenant c'est moi le chef. » Ouais, bon après, quand même, il les a un peu associés au nouveau régime. Oui, d'ailleurs, ils ont pas aimé ça, les bourgeois qui aimaient pas De Gaulle. Vous y...
Voilà, bon, c'est terminé. C'est vrai il a fait une petite coalition avec les communistes, je sais plus trop. On en parle dans cette série Au service de la France. Encore une fois, c'est millième fois que j'en parle, mais la vidéo de Jules Von parle un peu de ça, que les Américains ils sont en visite à Paris, ils parlent du gouvernement de De Gaulle et ils sont obsédés par le fait qu'il y a des communistes dedans. Voilà, c'est rigolo. Et elle rapproche ça un peu à la rhétorique de Papacito sur le communisme mental, etc. Et ben voilà, on va voir ce que vous voulez. Alors moi, j'en sais rien. Effectivement, De Gaulle s'est planqué. Enfin, c'est planqué. Et a résisté, a organisé les réseaux de la résistance, etc. A fait du lobbying. Enfin, alors c'est un mot anglais, mais il a un peu démarché. Enfin, je sais pas, pour peut-être libérer la France. Je sais pas trop ce qu'il a fait. En vrai, je suis pas trop renseigné sur la chose. Mais c'est vrai qu'il est venu de l'étranger et que les gens qui s'étaient peut-être battus en France, qui étaient restés, pouvaient l'avoir un peu en travers de la gorge. Que ce mec-là après accède au pouvoir et soit lui qui décide de tout avec comment il appelle le coup d'état permanent. Alors j'ai pas lu le bouquin de Mitterrand, mais donc voilà, c'est la vision que j'en ai. Mais pour moi, effectivement, j'ai une vision plutôt positive de Gaulle. Je me suis dit oui, bah il travaillait quand même, il faisait du réseautage, il organisait la résistance, et puis il y avait pas qu'en France que ça s'organisait. Dans Romain Gary, il y avait des choses qui s'organisaient en Afrique du Nord contre l'Allemagne, puisque la France s'était rendue, mais en dehors, dans certaines colonies, il y avait encore des poches de résistance, enfin même d'armées actives, je crois. Hein. Ce que j'ai compris du livre. Donc peut-être que De Gaulle avait un travail à ce niveau-là, de coordination, etc. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le bouclier et l'épée. Alors je connais pas cette comment ça s'appelle ce truc-là, cette expression. Et Usul a collaboré. Peut-être, oui, mais peut-être que l'ennemi n'est plus allemand. Non, qu'est-ce qu'on dit? Usul, on a le physique de ses idées. Voyons voir. Ah oui, il a fait une blague. Non, mais on va arrêter de se couper. Jusqu'en 1941, on sait dans quel camp ils étaient les communistes. Alors oui, j'ai vu après il y a quelques messages qui disent que les communistes aidaient plutôt la Russie et donc qui était en pacte germano-soviétique jusqu'en 40-41. Donc ils étaient plutôt anti-France. Donc on va voir. Hein, j'imagine qu'il va y avoir des sources, etc. C'est très intéressant. Effectivement, si voilà, vous avez les tenants et les aboutissants du truc. Maintenant, on laisse parler le forum et c'est plus moi. Ils ont surtout gardé le matos en se la touchant pour la plupart, histoire de préparer une révolution communiste. Vous voyez, il y a un petit point de vue qui nous dit non, ils résistaient, mais de façade, en fait, ils gardaient leurs armes pour que quand la France soit libérée des Allemands, eux, ils soient plus puissants et ils puissent prendre le pouvoir. En attendant, on était bien content qu'ils aient des armes et qu'ils étaient 20 à 25%, parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas les 5 semaines de congés par an, on n'aurait peut-être pas plein de trucs comme ça, vous voyez. Donc je suis pas un spécialiste de le truc, j'ai déjà vu des interventions là-dessus, et je me dis, c'est peut-être bien que leur coup d'état est foiré, qu'ils aient pas pris le contrôle, mais c'est bien aussi qu'ils aient un peu fait des choses pour nous, parce qu'aujourd'hui on est content avec nos conditions en France. Cet énorme mensonge. Jacques Doriot, ça lui dit quelque chose? Aucune idée. J'espère qu'il sera... On va voir, hein, Jacques Doriot, mais moi je ne connais pas. Jacques Doriot. Attendez, je vous mets ça en noir. Je suis un pan, comme on dit. Il est mort dans le Wurtemberg, est un homme... journaliste et collaborationniste. Déjà, j'adore ce mot, collaborationniste. Il y a un mot qui existe littéralement pour dire que t'as travaillé avec les Allemands. En 1936, après son exclusion du Parti communiste, il a été exclu. Il fonde le PPF, Parti populaire français, et reprend le journal La Liberté, qui prend position contre le Front populaire. Un communiste qui prend position contre le Front populaire, je sais pas, bon, ça c'était étonnant, mais possible. Après, le Front populaire, c'était un pan de la gauche, quoi. C'était pas, je crois d'ailleurs que c'était pas forcément avec les communistes, hein. C'était Léon Blum, le fameux, mais une coalition de gauche, le SIFO et le Parti radical et le Parti communiste. Vous voyez, j'ai dit de la merde. Dans le Front populaire, il y avait les cocos. Durant la guerre, Doriot est un partisan radical de la collaboration. Bon bah lui c'est un ex-communiste hein, quand même, il a arrêté d'être communiste 3 ans avant, donc bon. Mais je connaissais pas cette personne. Il a raison, De Gaulle qui résiste le cul au chaud chez la Queen. Les communistes étaient des collabos pendant le pacte germano-soviétique, vous voyez. Bon, il n'y a pas de source, mais ce genre de Kevin qui juge les morts alors qu'il est une mauviette planquée qui sucerait l'ennemi. De base, Staline propose de défendre les Tchèques, mais la France, l'Angleterre et la Pologne refusent d'attaquer H avec lui. Du coup, vu qu'il se retrouve isolé, il accepte la proposition de H. Bah écoutez, pas de source, mais je veux bien le croire.
C'est pour ça que le Parti communiste est interdit en 40. Punaise, mais vous êtes répugnant. Ah oui, donc après oui, ils aimaient pas les cocos, même si les cocos avaient peut-être étaient pro pacte germano-soviétique. Je pense que eux, ils aimaient pas les communistes, les Allemands. Donc ils ont interdit tout. Mais ça n'empêche pas. C'est pas parce que l'un est ton ennemi que toi t'es forcément son ennemi, parce que c'est des alliés de circonstance. Bon, je sais que c'était un peu bizarre, mais voilà. Les communistes et les pétainistes sont d'accord sur De Gaulle. Les républicains sont gaullistes. Quel sera le discours du forum? Effectivement, on s'interroge. Les royalistes se faisaient tuer pour la résistance quand les communistes restaient plantés comme des piquets. Parce que Staline, il nous a dit de rester et de pas attaquer Hitler. Alors c'est possible, j'espère. Usul, c'est pas ce qu'il a fait peut-être en disant implicitement que la France libre c'était des planqués. De plus, j'ai précisé jusqu'en 41, bien sûr que les communistes étaient résistants après. Mon propos était de montrer que personne n'était parfait, mais ce n'est pas un reproche ou une critique pour autant. Maintenant, je t'invite à déguerpir en vitesse. Le discours pétainiste, c'est vous qui le reprenez avec Zemmour, et comme vous êtes d'ignobles petites... Vous n'avez que de la diffamation et le mensonge comme argument. Hors de question que je vote comme les petits êtres répugnants que vous êtes. Pour un seul coco mort contre le H, il y a eu au moins 100 royalistes. C'est une source qui m'a l'air tout à fait fondée. Moi, possible, hein, mais il y avait beaucoup de royalistes encore en 40. Je pose la question, hein, je sais pas. Je sais pas. Les communistes sont des terroristes, pléonasme. Ah mince. Faut peut-être que je répète ce mot, parce que là, attention, voilà, l'argent, qui ont été les premiers à tuer des Français résistants et détruire des installations. Les premiers à collaborer avec leurs alliés sous l'ordre de leur gourou URSS, et ils sont responsables de l'état dans lequel la France est aujourd'hui. De Gaulle était un déserteur qui a fui chez l'ennemi éternel de la France, la perfide Albion. Combat de golem. Vous avez 6 gras, ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est rigolo. Les deux sont des rats. Nous dit, bah écoutez, il y a de tout hein, sur ce forum, mais il y a notamment des personnes qui sont ni communistes ni gaullistes. Après, il y a eu le SS Charlemagne qui ont combattu les soviétiques à Berlin. Le SS Charlemagne? French SS? Quoi? Ah oui, non, mais c'était les... Was an American? Bah écoute, ça a l'air intéressant. Ils étaient de leur plein gré ou c'était les fameux malgré nous? Parce que dis donc, des Français pro-SS, j'en ai jamais trop entendu, mais ça existe, hein, il y a de tout. À 14 minutes 15, il analyse la biographie d'une famille bourgeoise. Il est sûr de vouloir jouer à ça? Je sais pas de quoi on parle. Le seul soutien des pays arabes dans la guerre contre Israël, c'était l'URSS. Attendez. L'URSS était le soutien des pays arabes dans la guerre contre Israël, parce que c'est vrai qu'Israël c'est plutôt soutenu par les États-Unis. Je savais pas, écoutez, moi j'avais plutôt l'impression que c'était pro-Israël depuis quelques années, mais peut-être qu'à une époque ça a été moi. Ceux qui contredisent Usul en disant que les cocos ne foutaient rien en termes de résistance, vous avez également le même discours que lui. Vous êtes juste des idéologues qui ne prennent aucun recul. Vous caricaturez pour arranger votre discours, vous tordez la réalité pour que ça colle avec vos idées. Vous êtes différents dans la finalité du discours, mais pareil dans le cheminement. C'est tout à fait vrai, hein. En général, oui, les gens qui revisionnent l'histoire et l'accordent beaucoup à leur sauce, vraiment qui s'en fichent de l'objectivité, hein. C'est sûrement le cas de Papacito, c'est aussi un peu le cas d'Usul. Chacun est partisan, prosélyte, et chacun veut manipuler la chose selon son angle de vue. Donc oui, c'est deux faces d'une même pièce, effectivement. Le pacte germano-soviétique, l'URSS qui attaque de concert avec l'Allemagne la Pologne, l'URSS qui fournit en matière première l'industrie allemande pour faire la guerre à la France qui s'effondre et qui laisse l'Allemagne maîtresse du continent, les communistes qui sabotent les arsenaux français. Alors, voyons voir, je vais taper sur internet, communiste, sabotage, communiste français, parce que j'en ai déjà entendu parler ça. Sabotage, France, Seconde Guerre mondiale. Voyons voir. Parti communiste français prend le rôle de la guerre. On va un peu se renseigner là-dessus avant de retourner chez nos amis du forum. Le PCF pendant le rôle de la guerre et la tranche des 1 pendant le rôle de guerre. Date de la déclaration de la guerre. La signature ébranle le PC qui voit plus du tiers de ses députés se désolidariser de la ligne de condamnation de la guerre impérialiste dictée par le Comintern. Ah, attendez. Donc en gros, il y a les 2 tiers du Parti communiste français qui dénoncent la guerre impérialiste du Comintern, donc de l'URSS, mais il y en a 1 tiers qui sont pro. Donc ça fait quand même plus de la majorité. Pour des mecs quand même qui étaient peut-être sous perfusion de Moscou, enfin j'en sais rien, c'est quand même pas trop mal, 2 tiers. On est d'accord, ça aurait pu être mieux, mais voilà. La direction, elle, suit les directives de Moscou. Attendez, j'ai rien compris alors. Qui voit plus du tiers de ses députés se désolidariser de la...
Ah non, en fait, il y en a que 30%, excusez-moi, c'est en minorité. C'est en minorité, bon, d'accord. Plus des 2 tiers du Parti communiste, dont comment il s'appelle, la direction était pro Staline. Enfin, pro URSS. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas encore eu les livres de Solzhenitsyn, etc. Donc, c'était différent. Mais d'accord. Et après avoir justifié l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique, soutient les propositions de paix de Moscou et de Berlin. L'appui du parti au pacte germano-soviétique entraîne sa dissolution par le gouvernement d'Édouard Daladier. Ah oui, la France dit non, vous êtes un parti de traite, vous soutenez le germano-soviétisme alors qu'ils vont nous attaquer, vous êtes des enflures. Dans la clandestinité, le parti est confronté dans les mois qui suivent à la dissidence d'une partie de ses élus et militants, mais continue de condamner la guerre menée par l'Angleterre et la France et soutient l'agression de la Finlande par l'URSS. Ah oui, d'accord. Sans vergogne, le Parti communiste. Ah non. Les députés membres du groupe ouvrier et paysans français, bon, ça, c'est difficile de juger en 2021, mais effectivement, je n'étais pas au courant de ça. Les députés membres du groupe ouvrier et paysans français, groupe communiste reconstitué, n'ont pas condamné le pacte Molotov-Ribbentrop, ça c'est le truc dont adore parler notre ami Général Pazan, sont déchus dans leur mandat, nanani, et condamnés à 4 ans de prison ou 5 ans de prison ferme. Ok. Donc il y a des députés en fait du nouveau groupe communiste qui ne condamnent pas le pacte Molotov-Ribbentrop. Vous leur dites, vous condamnez ou pas l'alliance entre les nazis et les cocos là? Non, écoutez, je suis communiste, ok, 4 ans de prison. À la veille de la guerre, le PCF est le plus puissant d'Europe occidentale. Il compte environ 270 000 militants, mais seulement 72 députés contre 167 pour le Parti radical. Daladier signe avec Hitler les accords de Munich qui consacrent le démembrement de la Tchécoslovaquie. À la Chambre des députés, les 72 communistes, etc. Attends, regardez, entrée en guerre de la France. Nanani... Dès que la France est entrée en guerre, le secrétariat du comité envoie un télégramme. Prolétariat mondial ne doit défendre la Pologne fasciste. Ah oui, d'accord, donc il disait que la Finlande était royaliste, la Pologne fasciste, ce genre de choses. Ancienne distinction entre État fasciste et soi-disant démocratique a perdu sens politique, et à l'étape actuelle de la guerre, communisme doit se déclarer contre la guerre. Ok, donc contre la guerre, c'est-à-dire laisser les autres puissances envahir les pays. Les dirigeants du Parti communiste redresseront leur ligne politique en fonction de cette directive. Ok, c'est le PC, donc c'était le Parti communiste français qui abreuve un peu les autres partis communistes d'Europe. Daladier dissout le PCF, Léon Blum prend publiquement position contre cette interdiction tout en réprouvant le Parti communiste. Je tiens la dissolution pour une fausse, alors que le PC restait accablé sous le poids de ses erreurs insensées, il va pouvoir transporter le débat sur un tout autre terrain. Je comprends rien. Si les communistes sont personnellement convaincus de trahison, qu'on les poursuive et qu'on les fusille comme toutes les traîtres. C'est rigolo, on avait quand même Léon Blum qui était pas le plus énervé, je pense. En 39, tu pouvais lâcher des lignes coup de poing comme ça, un truc, qu'on les prenne et qu'on les fusille, c'est fou. En France, c'est vraiment petite tête de Nord qui n'est plus d'actualité, etc. Mais moi en général, fusiller, tu vois, c'est un mot, c'est rigolo. Alors c'est quand même tuer quelqu'un, mais c'est un mot qui sonne plutôt c'est rigolo, hein, positivement. Moi. Mais le Parti communiste en lui-même n'était justiciable, selon moi, que de la conscience publique. Ok, j'y comprends rien. Léon Blum, il a une sacrée plume, mais bon. Soutien des propositions, repli de la direction de la Belgique. Moi, ce que j'ai envie de voir, si intensification de la répression, ok, ils se font répriser. Opposition à l'effort de guerre français. C'est ça que je voulais voir, c'est ça qu'on nous a parlé. Action antimilitariste. La question est de savoir dans quelle mesure cette répression est vraiment justifiée par l'action antimilitariste, voire le sabotage imputé par les partis clandestins. J'ai jamais entendu parler de ça, sabotage, comme il l'a dit. D'une part, à l'exception très symbolique de Thorez, tous les militants communistes ont répondu à l'appel de la mobilisation et des publications du parti condamnent le défaitisme révolutionnaire. D'autre part, le parti mène une action antimilitariste. Tous les militants communistes ont répondu à l'appel de la mobilisation condamne le défaitisme révolutionnaire. Je sais pas trop ce que ça veut dire condamne le défaitisme, mais j'ai l'impression que la plupart des communistes ont dit on doit aller s'engager contre l'Allemagne. J'ai l'impression ils sont allés s'engager dans la guerre. D'autre part, le parti mène aussi une action antimilitariste. C'est pour ça qu'on dit d'autre part. Ainsi, non, en fait, je comprends pas. S'il faut, ça peut dire l'un ou l'autre. Je suis désolé. Ainsi, une équipe animée par Daniel Casanova et Victor Michaud publie un bulletin Soldats, sous l'uniforme, tu restes travailleur, abat la guerre impérialiste. La question du sabotage. De sabotage sont à l'initiative des communistes.
poudrerie de Sorgue, établissement Renault, établissement... Enfin, donc il y a des communistes qui ont cassé des usines de chars, des usines de trucs, des usines de voitures, des usines de tout. Donc ça, c'est vrai. Plus tard, les historiens ont tendance à minimiser les sabotages. Tout en étant que les actes de sabotage furent très peu nombreux et qu'un seul tract précolise, excusez-moi, le sabotage actif, des actes de sabotage dans des usines pyrotechniques, bah ça c'est les trucs non c'est pas ça. Stéphane Courtois, le dossier sabotage est dans l'ensemble assez peu fourni pour ne pas dire inexistant. Bon après il y a quand même plusieurs trucs. Surviennent des accidents d'avion provoquant la mort de pilotes. Avec un fil de laiton sectionné au bout d'un certain nombre de vols, un écrou desserré laisse échapper l'essence et provoque une explosion en plein vol. Putain, c'est chaud. Ça veut dire les communistes, ils ont provoqué la mort directe de pilotes français et putain, quand on lit ça, sacré enfoiré. 12 ouvriers sont arrêtés, parmi lesquels 3 reconnaissent être communistes. Bon, après 3, 12. 2 des communistes sont parmi les 6 ouvriers qui sont libérés après interrogation. Donc il y a que 6 ouvriers qui restent interrogés et il y en a qu'un communiste parmi les 6. Un tribunal militaire condamne 2 ouvriers à 20 ans de français et 4 autres sont condamnés à mort, dont Léon Lebeau, communiste qui obtient la grâce résidentielle. Mais la question de savoir si les 3 autres ont été effectivement fusillés reste ouverte. Bah écoutez, c'est des sacrés trucs. Mesurer la réalité de ces sabotages ou de ces appels à sabotage. Nanani, dans un ouvrage paru plus récemment, font état de plus autres sabotages et incitations au sabotage. Voilà, et alors on va lire le dernier truc, puisqu'il y en a plus après. En mai 40, le déferlement des colonnes allemandes sur le pays ne simplifie pas une situation déjà difficile. Le pays entier sombre, et les morceaux de partis surnagent tant bien que mal sur les flots tumultueux de la débâcle. Attendez, c'est qui écrit ces articles Wikipédia? Parce que c'est très bien hein, de lire des jolis mots comme ça, mais c'est neutre, c'est relativement neutre, mais quand même le mec il s'est lâché là. Les morceaux de partis surnagent tant bien que mal sur les flots tumultueux de la débâcle. Je suis fan. Le philosophe communiste Politzer, né à Năivegrad en Roumanie, sert d'intermédiaire pour louer les contacts entre le Premier ministre Anatole de Monzy et Benoît Frachon pour continuer une sorte d'union sacrée pour la défense de Paris. Alors c'est qui Anatole de Monzy? Putain, j'aime bien la tête de ces mecs-là à l'ancienne. Vous allez voir, Anatole de Monzy est un homme politique français. C'est un socialiste. Il soutient le régime de Vichy. D'accord, vous voyez... J'aime bien la tête d'un vichiste. Et celui-là est un syndicaliste. Il fut l'un des principaux dirigeants. Attendez, j'y comprends rien. Il y a un mec qui collabora. Il y a le socialiste qui est collabo. Et il y a Benoît Frachon là. Il est l'un des principaux dirigeants dans la résistance. Donc c'est un communiste, l'un des principaux résistants. Et lui, j'y comprends rien. Et pourquoi le mec est en contact à la fois avec un résistant et un collabo? Franchement, c'est compliqué, hein. Mais on avance. Pour nouer des contacts pour faire une union sacrée de la défense de Paris. Mais Paris n'est pas défendu et tant le gouvernement que la direction du parti doivent prendre leurs dispositions pour se replier vers le sud. Ainsi, le député d'Amiens, Jean Catela, reste à Paris. On va y voir sa petite tête, lui. Et le seul représentant de la direction est Gabriel Péry. Il est connu. Il y a un tiers des boulevards qui s'appellent comme ça. Frachon et son équipe se retrouvent à Fossan, près de Limoges. Sont autour de Frachon. D'accord, donc ça a fait des trucs après. Écoutez, c'est un peu difficile, donc on a vu quand même qu'il y a eu quelques sabotages, que c'était pas non plus énorme. Alors, j'ai envie de dire karma. Continuons. Alors, tac. Elle s'est d'abord refusée vers la France et l'Angleterre, mais ils ont refusé. Maintenant, arrête de te passer pour un vendu à ton tour. Et alors, ils finissent par collaborer quand même avec l'Allemagne. On s'en fout qu'il y a eu d'autres propositions, ça ne change pas l'histoire. Personne n'a forcé le grand S à collaborer avec le grand H. C'est la France libre composée de pieds noirs, de légionnaires, de maghrébins et de renois tradis et religieux qui a permis à la France de se libérer. Pas les baltringues de gauchistes qui faisaient sauter un train tous les 36 du mois. Bir Hakeim, El Alamein, le Monte Cassino, le débarquement de Corse, Syrie, Provence, c'est ça qui a redonné à la France ses lettres de noblesse, pas les gauchistes qui se sont improvisés tondeurs de moutons. Les cocos qui collaboraient jusqu'à Barbarossa et qui ont balancé Jean Moulin, bordel. Ah ouais, c'est des communistes qui ont dénoncé Jean Moulin, on va voir ça. Communistes dénoncé Jean Moulin. Jean Moulin, les communismes et la résistance. Dans la France torturée. Oh non, le truc est trop long à lire, je suis désolé. C'était le monde diplomatique. C'est bien le monde diplomatique, mais c'est un peu long. Ah, bordel, regardez.
Ah, mais ça, il reprend le truc qu'on vient de voir, Parti communiste français dans la guerre. Ok, on a déjà lu. Je pense... Alors... Bien, on passe tout d'un coup de 35 millions d'Amérindiens morts à 100 millions. Ah oui, d'accord, donc il commence à y avoir une compétition entre qui a tué le plus entre le capitalisme et le communisme, effectivement, ça arrive souvent. Dingue comment les communistes mentent, effectivement, c'est très bien de se branler la nouille sur qui a tué le plus de monde. J'aime bien sinon comment Usul parle des communistes comme si c'était des gentils, alors que les mecs aient massacré des millions de personnes dans les années 20-30. Et pas seulement des bourgeois, aussi des paysans, voire des ouvriers. Il suffit de voir l'Holodomor. Je sais pas ce que c'est Holodomor. Mais après, c'est bizarre à dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire communiste, qu'est-ce que ça veut dire être dans un parti communiste, etc. Parce que est-ce que les milices, je sais pas moi, au Congo, c'est des capitalistes aussi, tu sais, les mecs qui tout à... les Rwandais, pareil, c'était quoi? Est-ce que c'était des capitalistes? Donc, parce qu'il y a eu quelques mecs communistes et qu'effectivement... Après, ça s'appelle pas des partis capitalistes. Oui, mais du coup, ce sont des capitalistes quand même. Donc, vous voyez, c'est assez difficile. Enfin, moi, c'est un truc qui est étonnant, effectivement, quand on impute au communisme tous les morts, parce que c'est certains régimes, mais il y a certains régimes aussi démocratiques ou je sais pas moi, capitalistes, hein, puisqu'on oppose les deux, qui sont aussi très très mortifères, et il y a le bon grain et l'ivraie, quoi. Et après, l'idéologie la plus meurtrière, destructive de toute l'histoire de l'humanité, mais t'inquiète, c'est dit gentil. Bah non, si, en termes de pourcentage, peut-être. Mais en termes, et quoique... Si, on peut pas concurrencer, parce que quand même Pol Pot... Mais après, Pol Pot, c'était du communisme, et... Je sais pas ce que c'était Pol Pot, mais quand on s'intéresse sur ce truc, il y avait pas de plan quinquennal. Le mec, il prenait juste de la bouffe pour acheter des AK-47 parce il voulait se protéger du Vietnam, etc. C'était quand même une certaine vision du communisme, on va dire. Et d'ailleurs, oui, je pense pas qu'il ait appliqué les trucs qu'il faisait là avec les mariages forcés, les mecs qui devaient tuer leurs parents, etc. Je suis pas sûr que c'était très marxiste. Hein. À ce jour, on peut dire que le christianisme a tué 100 millions d'Amérindiens. Oui, voilà, tu peux pas imputer à des communistes communistes d'avoir tué des mondes. Tu dis juste que voilà, le christianisme a tué des Indiens avec la variole, etc. C'est la même merde. Et en plus, imputer les morts du grand bond en avant, c'est ça, hein, ça s'appelle le grand bond en avant. Je pense que c'est une blague là. La Chine était au bord du gouffre et Mao a fait un grand bond en avant. Parce qu'apparemment, il a dit tuer tous les oiseaux parce que les oiseaux mangent les récoltes, sauf que les récoltes, les oiseaux mangeaient aussi des insectes et du coup c'est les insectes qui ont tué plein de monde. Donc c'est pas la Chine qui a directement tué 60 millions de personnes, c'est une décision un peu débile. Alors est-ce que la décision aurait été prise sans les communistes? Peut-être, j'en sais rien. Peut-être pas. Mais on peut pas imputer ces morts forcément au communisme. Enfin vous voyez, c'est quand même un peu un trop gros raccourci. Ou alors, si on impute ces morts aux communistes, ça veut dire qu'on prend vraiment une focale très très large et on doit imputer tous les morts du capitalisme, des gens qui meurent de faim ou je sais pas quoi, tous les morts, pareil les Indiens au catholicisme, ce genre de choses. Ça, très vite, on a des on a des discussions un peu je sais pas si c'est stérile mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mao, le coco chinois qui a tué plus de 100 millions de Chinois à lui tout seul avec son idéologie. C'est surtout la famine, je crois. Hein. D'ailleurs, j'ai lu un super livre, bon ça c'était quand j'étais petit, hein, en 4e ou en 3e, qui s'appelle Balzac et la petite tailleuse chinoise. La petite tailleuse de vêtements, hein. Je vous reprends là les sagouins, et de Dai Xijie, je m'en souviens, c'est super intéressant. C'est des bourgeois filles de dentistes ou autres chinois qui sont envoyés hop ils sont envoyés à la campagne et ils doivent chez des cultivateurs. Alors je sais plus si c'est des cultivateurs d'opium ou je crois que c'est des cultivateurs d'opium, hein, parce qu'il y a un truc comme ça en Chine. Et du coup les mecs là-bas en Chine ils prennent, vous savez, la pisse et les défections et ils les utilisent pour fertiliser les champs. Et du coup ils prennent les bourgeois pour porter la merde et la pisse dans des grosses hottes derrière leur dos, vous voyez, comme ça. Et du coup les mecs, il y en a qui coulent sur eux et tout, c'est dégueulasse. Et mais le truc était quand même assez on n'a pas beaucoup d'œuvres sur cette période. Alors moi je ne suis pas pour ça effectivement, hein, même si vous connaissez un peu mon tropisme, mais je suis effectivement pour non pas un service militaire, mais peut-être un service effectivement de la paysannerie. Je trouve que c'est pas mal. Après pour tout le monde, pas uniquement pour nos amis bourgeois. D'ailleurs, je suis bourgeois moi-même, mais ça me dérangerait pas. Alors, c'est chaud, là, on est en plein dans le négationnisme. Les cocons ont été loin d'être des modèles avant 41. L'appel de De Gaulle, 1940. Donc, De Gaulle a l'antériorité. Usul qui dit que De Gaulle était un planqué, etc. Il aurait l'antériorité quand même de la résistance par rapport aux communistes qui faisaient du sabotage, etc. jusqu'en 41. Ben non! Ils faisaient des sabotages quand, on l'a vu, c'était plutôt en 39-40, non? Je sais pas.
Les résistants de la dernière heure qui tentent encore une fois de nous biaiser en profitant du fait qu'il n'y ait plus assez de survivants pour se rappeler de leur saloperie. Ils ont oublié un truc qu'ils honnissent, l'héritage et l'occurrence de la mémoire de mes arrière-grands-parents. On sait qui rasait les femmes alors que ça prenait des coups avec les Allemands la veille. Les premiers résistants, c'était des montagnards et très souvent des pionniers de principes très éloignés de la politique. On se rapproche de l'époque aujourd'hui, les Américains débarquent avec leur dope, le gouvernement dit faites-vous piquer, et juste à côté t'as les socialistes et le PCF remplis de bourgeois fils de profs et de vieux boomers dégueulasses qui veulent rendre le truc obligatoire. Manière de failloter. Alors je savais pas que le PCF, en tout cas la France insoumise, hein, qu'on critique beaucoup, est plutôt anti-pass sanitaire et c'est parmi les plus vigoureux, non? Même plus que le FN, je crois. Hein. Il y a Philippe Roux et la FI qui sont anti truc. Et même Lassalle, Jean Lassalle que j'aime bien, il fait partie des enfoirés qui ont voté pour le pass. Alors je sais pas s'il était complètement bourré ou autre, s'il s'est exprimé là-dessus, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, Lassalle j'aime bien, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il est pas pour le pass? Je sais pas qui lui a expliqué ça, une meuf avec des gros seins peut-être. Je dit, ah oui, je vais signer. Mais quel est le délire? Donc Lassalle, je sais pas s'il s'est exprimé là-dessus, mais depuis, je l'ai dans le collimateur. Attention. Ah bon, 1er septembre 39, combien de cocos, combien de royalistes? Compte. Et quand bien même ce serait vrai, ce seraient toujours eux des individus qui ont pris les armes malgré les ordres de Moscou. Faut réfléchir quand on argumente les communistes. Il y a 2 mecs de l'Action française qui ont résisté dès le début. Personne dit que l'Action française a été la première à résister. Effectivement, quand tu t'appelles Action française... Mais je crois que c'était des collabos Action française. Attendez. Là, il y a les mecs qui s'y connaissent en histoire. Je sais, vous pétez des câbles sur les vidéos parce que j'ai aucune connaissance. Vous êtes en train de me dire quoi? Il a dit que l'Action française c'était de collabo. Mais je crois non, l'Action française c'est Maurras. Et Maurras il était ouvertement nationaliste et royaliste. Nanani. Voyons voir alors collabo. Putain, 46 fois. L'Action française et les collabos. Allez, on va voir. Maurras n'est ni germanocide ni philo-nazi, ah bon? Et il veut qu'on est compatible. Considère Pierre Laval comme un traître. Et c'est qui Pierre Laval? Est un homme d'État français. Est-ce que il fait pas... Ah oui, mort exécuté, putain, ça déconne pas. Action française. Bon, apparemment, lui, il faisait pas partie de l'Action française, en tout cas, Pierre Laval. Bon, en tout cas, il y a Maurras dans l'Action française, et Maurras était collaborateur, ça c'est sûr. Donc, je sais pas trop. Il y a l'Action française, il y a les 2 Actions françaises, c'était comme les communistes, des mecs qui résistaient, vous pouvez le dire je sais qu'il y en a qui sont pro-Action française ou autre dans les commentaires, vous pouvez le dire, hein, n'hésitez pas. Moi, je viens pas vous salir, hein, vous avez vu que c'est une connaissance un peu lacunaire, parcellaire. Attendez, lacunaire, oui, qu'il y a des lacunes. Source, mon papy, tu as écrit ce genre d'argument dans ta feedback. L'influence des communistes sur la victoire de la Seconde Guerre mondiale est largement sous-évaluée sans eux par les historiens pro-atlantistes. Beaucoup de gens s'accordent à dire que les Russes sont les véritables vainqueurs de cette guerre. Ah oui! Non mais là, est-ce qu'on parle de communistes français? Est-ce qu'on parle de staliniens qui étaient là avec les... Ah non, ça c'est un cliché apparemment. Il n'y avait pas beaucoup d'officiers qui fusillaient les mecs qui fuyaient, vous savez, comme dans le film Stalingrad. Ça c'était que quelques trucs. Bref, est-ce que... Puis voilà. Les Américains sont arrivés lâchement vers la fin pour pouvoir soulever le trophée. Ah oui, moi c'est un peu la vision que j'en ai aussi. C'est à la fin ils ont dit merde, il y a les Russes qui sont en train de tout reprendre là. Vite, on va débarquer. Après je me trompe peut-être. Hein, c'est un peu le truc que j'ai dit. Et puis les mecs ont fait la course pour arriver plus ou moins à Berlin. Donc c'est un fait empirique pour l'anecdote de mon grand-père. Pour ce qui est de 25 000, c'est l'Atlas de la libération de la France. Ah ben attendez, il y a l'air d'avoir des sacrés arguments là. C'est vrai que c'est plutôt cocasse qu'ils remettent légitimement en question le mythe de la France qui résiste unanimement, mais qui ne questionne pas du tout le parti des 75 000 fusillés. C'est quand même 2 poids 2 mesures, sinon la vidéo est pas mal. Selon Léon de Grelle, il n'y a jamais eu 75 000 fusillés. Les historiens estiment à 25 000, toutes tendances politiques fusillées, confondues, le nombre de fusillés déportés en France. Par ailleurs, ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup de réseaux de résistance t'obligeaient à t'enregistrer en tant que communiste pour prendre les armes, et même si t'avais aucune affiliation avec l'idéologie. Ah, mais ça veut dire quand même que les réseaux de résistance, vers peut-être 41, se structuraient autour du communisme. Qu'ils avaient un certain poids dans le truc, au niveau, moins, organisation politique, quoi. Mon arrière-grand-père, pur gaulliste, est enregistré comme Coco sur certains fichiers avec un faux nom. Facile de faire grimper les chiffres en fichier. Ah, mais effectivement, j'étais pas du tout au courant de ce truc-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à se tester? Bon, on va peut-être pas regarder, la vidéo fait déjà 33 minutes. C'est un fait empirique, etc. Imagine le grand-père gaulliste anticommuniste qui dit putain, j'étais là, j'ai dû signer comme communiste, regarde, c'est quoi ces conneries? Les forumers en pleine dissonance cognitive car ils disent la même chose qu'Usul, or Usul n'est pas patriote. On est sur une dizaine de pages où les dissonants essayent de rationaliser leur patriotisme qui les pousse à haïr De Gaulle comme un vulgaire d'eau chaud, c'est marrant à voir.
Ah bon? D'accord, c'est vrai, j'avais pas trop vu jusque-là des mecs haïr le truc, à part un 2 ou 3. Personne ne hait De Gaulle. Par ailleurs, c'est ce même De Gaulle qui disait que la France est un pays de race blanche, chrétien, de culture gréco-latine. Gréco-latine ou judéo-chrétienne? Je crois qu'il a dit judéo-chrétienne, hein, et en ça, il est pas forcément... est un pays de race blanche, chrétien, voyons voir... la FEI est un pays de race blanche. J'ai envie de pisser, je sais pas si ça se voit. Pays judéo-chrétien, c'est ça. Il avait pas dit gréco-latin, hein, il avait dit judéo-chrétien. Ce qui est d'ailleurs un peu assez étonnant. Dit plutôt helléno-chrétien que judéo-chrétien, je pense, non. À part si. T'as certaines idées derrière la tête. D'ailleurs, c'est quoi le sujet de la vidéo d'Usul? J'ai pas envie de cliquer. Usul, que reste-t-il du gaullisme chez les Républicains? Sauf qu'ils parlent de Zemmour tout le long de la vidéo. Ils sont obsédés par lui. Alors, regardez. Putain, alors là, on a l'air d'être sur un truc. Ah, c'est toujours le mec avec son grand-père. C'est toi qui viens de t'humilier tout seul en parlant d'une anecdote familiale absolument invérifiable. On s'en branle complètement, en fait, c'est pas un argument. Tu aurais écrit ça dans ta copie du bac? Point d'interrogation? Non. Pas la peine de m'insulter, j'ai pas critiqué ton gentil papy. J'en ai pas fait un argument, je le présente comme une anecdote. Tu me crois, tant mieux, tu ne me crois pas, j'en ai rien à branler. Donc la prochaine fois, si t'as rien d'intéressant à dire, tu fermeras ta grande gueule parce que ta participation à la discussion a été aussi... Parce que ta participation à la discussion a été aussi utile que celle des résistants communistes en 39. Non mais là c'est pas mal, franchement on est sur des foncés, change les deux, vous me régalez là. Les prolos communistes étaient des collabos et des bourgeois gaullistes étaient les valeureux résistants. Ben voyons, si le parti communiste était extrêmement populaire après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a une raison. Pas à cause de leur idéologie douteuse, mais principalement à cause des nombreuses personnalités résistantes après la guerre. C'est possible. Personne n'a dit ça. Tu sais, si tu tiens tant que ça à dévoyer le débat, continue plutôt à te battre devant le miroir. Je suis sûr que même toi, tu réussiras à te gifler. On n'est pas dans ta tête, mon garçon. Tu ne fais pas les arguments et les contre-arguments. Si tu n'es pas capable de suivre le fil d'une discussion, encore une fois, ferme ta mouille. Je donne des faits. Le Parti communiste était extrêmement populaire dans les années 50. Pourquoi, à ton avis ? Principalement parce qu'on savait qu'ils étaient les héros de la résistance. Personne ne peut leur voler ça. Ils étaient populaires, mais De Gaulle a quand même... en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que De Gaulle a été propulsé? Est-ce qu'il a pris le pouvoir? Est-ce qu'il a fait une espèce de coup d'état? Je sais pas comment il a été élu. Est-ce qu'il y a eu un parti de la résistance? Et tu dis populaire, mais voyons voir, Parti communiste français. Parti communiste français. Non, j'ai la flemme, j'ai envie de pisser, faut vraiment que j'arrête la vidéo là. Vous voyez pas, mais je fais comme ça avec mes jambes. Non, le Parti communiste, nanani, était populaire car il y avait l'exemple de l'URSS à côté en tant que grande puissance mondiale, qui avait fait sa révolution prolétarienne et que l'URSS avait gagné la guerre. Personne ne savait à quel point vivre sous les soviétiques était merdique à ce moment, c'est vrai. Il a fallu attendre la grande révélation de... Comment il s'appelle? Solzhenitsyn, hein, l'enfer du goulag, je crois, ou l'archipel du goulag, que j'ai pas lu, mais j'ai une journée d'Alban Isenovitch, là. Je l'ai, et il est petit, et j'aimerais bien le lire, là, quand j'aurai terminé. Je suis en train de lire... Comment ça s'appelle là? Le meilleur des mondes en ce moment. Et je suis pas très fan. J'aime pas trop, mais bon, je le lis, hein, ça fait partie. Tu dois avoir lu 1984 et Le meilleur des mondes pour pouvoir parler après des dystopies, etc. Donc, faut que je le fasse. Mais après, j'ai envie de lire Alban Isenovitch, la folle journée de Denis, je sais pas quoi. Alors, Céline disait déjà que la Russie était un shithole dans les années 30. Les gens étaient au courant. Ah. La popularité vient des résistants avérés qui s'exprimaient à l'époque, des influenceurs comme on dit aujourd'hui. Alors ce serait bien par contre d'avoir des sources, parce que là c'est très intéressant ce que vous dites, sans déconner, ça m'intéresse, c'est très intéressant. Pourquoi le PCF? Et déjà, est-ce que c'est vrai, vos allégations que le PCF était très... Apparemment oui, puisque même le contradicteur dit qu'il était extrêmement populaire. Et de combien c'était, et pourquoi? Et est-ce qu'il y a des analyses sur pourquoi? Après les analyses, si c'est un Usul diplômé qui dit qu'il est complètement partisan, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, voilà. Sinon, il faut pas non plus dire que la Russie était l'enfer sur Terre à l'époque, la plupart des Russes sont nostalgiques de l'URSS sont les sondages. Effectivement. Alors, moi j'adore GouVHD. Enfin, ces vidéos sur l'effondrement de l'URSS, mais c'est de l'or en barre, c'est l'un des seuls gars à qui j'ai envie de donner de l'argent quand je les vois, mais je sais pas combien ils gagnent, et je sais pas, voilà. Mais vraiment, quand je vois ce travail, je suis très content qu'ils m'apprennent des trucs, et il le fait vraiment bien. Voilà. C'est marrant que tu cites Céline et pas Gide, quand on voit tout ce qu'il a pris dans la gueule, car le PCF pour le faire taire. André Gide, je sais plus trop qui c'est. Le général de Gaulle se planquait en écoutant les Beatles, putain, l'inculture crasse, mon dieu. Non mais ils font exprès de forcer, c'est sûr, ils savent, hein.
je suis pas particulièrement, enfin, je suis pas très, non, j'aime pas trop Usul. Je regarde leurs trucs, je sais pas, j'aime pas trop, mais ils me font marrer parfois. Les communistes avaient dans leur rang des personnes très compétentes et intellectuellement très grandes. Leur déléguer la gestion de l'éducation, notamment, a été très bénéfique sur le moment. Peut-être moins maintenant, j'ai envie de dire. Il y a d'autres problématiques maintenant. Ou alors un communiste un peu à la Staline. Là, ça peut, du stalinisme pourrait effectivement redresser la barre. Mais là, effectivement, on veut pas du... j'allais dire Sandrine Rousseau, mais pas du tout communiste. Par contre, c'est vrai que par la suite, ça n'a pas aidé à avancer. De toute façon, 68, c'est un mouvement d'ouvriers à la base, récupéré par des étudiants bourgeois qui veulent se jouer communistes. Et en plus, la révolution des enfoirés de bourgeois, là, pour toucher des gosses, Daniel Cohn-Bendit, etc., qui sont devenus complètement libéraux aujourd'hui, a complètement occulté le mouvement ouvrier à la base. Donc, putain, et ça, c'est Bégodeau, alors, qui en parle, je crois, c'est oui, récupération des bourgeois cool de leur révolution de merde, là, dont on se battait complètement les horaires, et éclipse du mouvement ouvrier, la lutte contre le capital. C'est typiquement le même délire que les SJW d'aujourd'hui. Pas trop compris. Ils cassent les burnes, les petits politiques de merde. Actuellement, si le CNR a été créé après la... Ah, Comité National Révolutionnaire ou... Voyons voir, CNR, Comité National du Rhône, CNR, voyons voir, après-guerre. Comité National de la Résistance. Le Conseil National de la Résistance, vous avez vu? A été créé... Ah ben attendez, on va voir ce que c'est le... Je me souviens que je l'ai vu au... Résistance. Je me souviens que je l'ai vu au truc. Donc c'était une espèce, en fait, donc les résistants qui se sont faits. Mais je me souviens plus, alors on va lire ça ensemble. C'est intéressant, la Résistance, les gars. Le Conseil national de la résistance est l'organisme qui dirige et coordonne les différents mouvements de la résistance intérieure française à partir de 1943 et est composé de représentants des 10 mouvements, de syndicats et de partis politiques. Son programme, adopté en 1944, prévoit un plan d'action immédiat, c'est-à-dire des actions de résistance, mais des mesures à appliquer dès la libération du territoire. C'est ça, je m'en souviens. Et c'était Jean Moulin. Donc le général de Gaulle en balance avec le général Giraud soutenu par les États-Unis. Alors ça, j'ai vu des trucs. Giraud soutenu par les USA. Les USA voulaient absolument qu'il truste la place, excuse-moi pour le mot anglais, qu'il devienne le président. Et de Gaulle a quand même bien manœuvré. Alors on lui pardonne après quelques crasses, mais il nous a anti-américanisé. Je lui dis merci parce que vous savez que moi, l'américanisation des esprits est quelque chose qui me contrarie un peu. Et de Gaulle pour ça nous a protégés. Veut prouver aux Alliés qu'il est le chef incontestable des Français. Il imagine donc la création d'un organisme libre et pluraliste. Et confie la création de celui-ci à Jean Moulin, qui devient le 1er janvier son délégué personnel, avec pour mission dans un premier temps d'unifier l'ensemble. Donc en fait, De Gaulle, dans une perspective politique de prendre le pouvoir et d'avoir la légitimité en France, donc de gagner sur le général Giraud, s'est dit je vais unifier tous les mouvements à mon profit. Donc là, quand on lit ça, alors je sais pas si c'est neutre, mais on a plutôt l'impression que De Gaulle était une fouine que un authentique résistant, on va dire. Donc, du moins comme c'est dit. Lesquels se sont... Enfin, attends, c'est moi qui vais dire si De Gaulle était un authentique résistant. Enfin, c'est rigolo, mais je veux dire, quand on lit la phrase, vous voyez ce que je veux dire. Lesquels se sont spontanément constitués depuis la défaite au lendemain de la demande d'armistice. En effet, l'analyse des dirigeants de la France libre et des mouvements de résistance, hormis les francs-tireurs et partisans, et autres résistants d'obédience communiste, sont pour la plupart mal organisés. Donc il y avait les francs-tireurs et partisans, et c'était des communistes d'ailleurs, créés à la fin du millénaire et officiellement fondés en 1942 par la direction du Parti communiste français. Les francs-tireurs et partisans étaient communistes et d'autres résistances communistes existent. Ce cloisonnement... Ok, donc il y avait quand même, vous voyez, même De Gaulle, et c'est rigolo, les mecs se sont fédérés sous Jean Moulin, enfin, avec Jean Moulin et De Gaulle, les communistes, ils ont fait, comment dire, contre... donc ça, c'est le truc de Lugan, il distribuait des tracts à l'université pour que le centre et la droite s'unissent contre la gauche, en gros, et c'était contre les Huns, tous au champ catalonique. Parce qu'effectivement, donc les Huns avaient, plutôt turco-mongols, avaient aussi des tribus de... Comment ils s'appelaient barbares, non, pas de barbares, de germains avec eux, notamment les Francs, plus des Francs, des trucs, je sais pas quoi, et ils faisaient la guerre, et les Romains se sont alliés avec d'autres barbares, avec d'autres germains, donc les Francs notamment, et puis d'autres, et donc c'était ce qu'ils disaient contre les Huns, l'union des normalement ceux qui sont adverses, vous voyez, donc on s'unit pour un autre adversaire, et ça c'est pas mal comme formulation, ancien ennemi, unissez-vous contre un nouveau, bah tu dis contre les Huns, tout ce champ catalonique.
Voilà, donc communiste et gaulliste. Les premiers pas de Jean Moulin, création du CNR, etc. Après Jean Moulin. Alors, excusez-moi, vous allez me prendre pour un inculte, je savais ce que c'était le CNR, je savais qui était Jean Moulin, etc. Mais là, sous le coup de l'émotion, on va dire, je sais pas. Ce que les gauchistes ne comprennent pas, c'est qu'ils ont désacralisé le terme fasciste. Oui, bon alors c'est plus vraiment le sujet de la chose, mais je suis d'accord, hein. Dans ce cas, on peut les remercier. Alors, oh là là, j'ai envie de faire pipi. Alors, les communistes ont résisté. Rappel, Maurice Thorez desserte l'armée française pour rejoindre Moscou. Le 3 octobre 1939, le sapeur Maurice Thorez quitte illégalement la 4e compagnie de navigation Furel. Le couple Thorez-Vermersch est embarqué dans la 11 chevaux du militant Pelayo, passe en Belgique avant de rejoindre Moscou via Stockholm et Riga quelques plus tard. Thorez est donc considéré comme déserteur. Il ne défendra pas la France car l'URSS était allié de l'Allemagne, contrairement aux dizaines de milliers de Français morts. Mais les communistes ont résisté. Non mais après, il n'y a pas qu'un communiste autre. Et alors c'est qui lui? Il est mort, Nani, en mer Noire. Bah dis donc, il est devenu un pirate ou quoi? Pourquoi il est mort en mer Noire, le mec? Gracier, ouvrier de profession, il est membre du PCF, dont il est le secrétaire général. Ah oui, d'accord. Étant l'élément clé de la stalinisation du mouvement. Oui, d'accord, le gars. C'est drôle qu'on n'avait pas parlé avant, mais ouais. D'accord, donc c'était le stalinisme. En plus, il est le secrétaire général de 1930 à 64. Ah oui, donc au moment... Ah, c'est pour ça qu'on parle de ça, c'est important. La tête de gondole du Parti communiste était très pro-stalinien. C'est pour ça qu'on disait la tête du mouvement était pro-URSS. Donc là, c'était staliniste. Et il a fui. En tout cas, il est allé apparemment servir... il a été gracié par le général après sa désertion en URSS. Il est ministre de la fonction publique. Le mec a quand même été élu ministre, bah putain, de 45 à 47 et vice-président du conseil. Il bénéficiait alors à nouveau d'un culte de la personnalité au sein de son parti. Ah ouais, le mec devait avoir un certain charisme, j'imagine. J'ai juste envie de voir, moi, mort. J'ai envie de voir sa mort, biographie, mort et funérailles. Nanani, le navire qui quitte Marseille à Odessa. Meurt d'une hémorragie cérébrale. Ok, bon, il n'y a rien de très bien. Enfin... Ah là là, j'ai envie de faire pipi. Allez, salut à tous, 45 minutes, dis donc, c'est étonnant. Et puis bonne soirée. Allez, à la prochaine.